Pour cette troisième partie, on va charger la dimension client. Donc la dimension client, elle est déjà dans l'entrepôt de données. Donc maintenant, il va falloir s'agir de la mettre à jour, comme on a fait pour notre table de fait la dernière fois. Donc on va simplement faire un flux de mise à jour. Par contre, pour ce flux-là, on aimerait bien pouvoir gérer ça comme une dimension évolution lente de type SCD2 pour les informations géographiques. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça d'une manière relativement simple avec les outils qui sont proposés par SSIS. Donc si on regarde ce qu'on a maintenant, donc dans notre OLTP, on a une table client, qui est la table en fait, qui a l'ensemble de nos informations clients. Et puis dans notre entrepôt données, on a également une dimension client qui est là, avec l'ensemble des colonnes qui sont spécifiées pour cette dimension client. Nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire maintenant, c'est d'abord créer une table dans notre staging pour pouvoir la récupérer. Et puis, une fois que ce sera fait, on va pouvoir mettre ça en place. Alors, dans notre staging, on va simplement créer une nouvelle table à partir de la table OLTP. Donc, on va faire la même chose. Et puis, on part de notre source externe, donc vous, de votre linked server. OLTP client. On n'oublie pas le point entre les deux. Voilà, et on peut exécuter la query. Notre table a été créée dans notre staging. Voilà, et on a bien notre table OLTP client qui est là et qui est déjà remplie avec l'ensemble de nos informations clients qui sont là. OK, maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse quelques petits changements dans notre table d'entrepôt de données pour qu'on puisse supporter la mise à jour de cette dimension-là. Alors, dans notre entrepôt de données, on a notre dimension client qui est déjà là. Et le type de différentes colonnes qu'on a, c'est qu'on a des varchar max qui sont là, qui sont des champs texte en fait en l'occurrence. Ça a été mal créé quand on a fait notre entrepôt. Il faut qu'on corrige ça pour avoir du varchar avec une certaine limite, de sorte à ce qu'il conserve ça comme un champ car et pas comme un text blob. Sinon, on ne va pas pouvoir traiter ça dans notre processus de mise à jour pour l'évolution lente. Alors, on va simplement ouvrir le designer. Ici, pour notre last name et notre surname, on va faire des varchar sans ça passe. Et la même chose pour le first name, pour la street et pour l'email. Voilà, comme ça on sera capable de faire les comparaisons pour faire l'update derrière. Si c'est des textes, en fait, il ne peut pas faire de comparaison dedans. Donc c'est la raison pour laquelle on doit faire ces petites transformations-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on rajoute une nouvelle colonne qui va être current record. Cette colonne, à quoi elle sert? En fait, elle va nous permettre de déterminer si cette colonne-là, c'est un nouvel enregistrement ou bien pas. On va le définir de type bit, comme ça ce sera simplement yes, no, en fait. Et puis la valeur par défaut, en fait, ça va être 1. En fait, tous les records qui sont là vont être des current records, et puis après, au fur et à mesure qu'on va les mettre à jour, forcément, ils deviendront non actifs. Dernière chose qu'il faut qu'on fasse, notre ID, en fait, il a été défini, mais ce n'est pas une colonne qui est définie comme étant ID. Donc, ce qu'il faut encore faire, il faut changer ici et puis passer à Yes pour le Identity Specification. On enregistre et puis il va mettre à jour les clés étrangères en fonction de la clé qui va générer là. Donc, normalement, il va vous proposer de mettre à jour les différentes tables, y compris, voilà, donc il va mettre à jour exact toutes les tables qui dépendent de cette FK client. C'est bon, on est d'accord avec ça. Voilà, donc maintenant il a fait la mise à jour. Donc qu'est-ce qui a changé? On a un ID maintenant qui est défini comme étant identity, c'est-à-dire qui va s'auto-incrémenter. Donc c'est ce qu'on veut pour les nouveaux clients qu'on va rajouter. Last name, first name, street et email, c'était du varchar. Comme ça, on pourra faire de la comparaison de string d'un à l'autre. Sinon,
si c'est du texte brut, il n'accepte pas de le faire. Et puis, on a rajouté un nouveau champ qui est current record, qui a un bit qui sera en fait simplement un boolean, hein, oui, non, si c'est un nouveau record qui est là. Voilà, ça c'est les transformations qu'on a faites sur notre dimension client actuelle. Maintenant, avec ça, on est prêt pour pouvoir commencer notre flux. Donc, on va faire comme avant, on va désactiver ces différentes étapes ici pour pouvoir passer à la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse une fois qu'on continue? On va refaire la même chose que ce qu'on a fait le coup d'avant. On va commencer par faire un truncate de notre dernière étape. Alors, on devrait faire en sorte que ce soit un petit peu plus joli. Je vais vous laisser faire vos essais, mais normalement, il y a la possibilité de déplacer tout ça pour que ça fonctionne un petit peu bien, qu'on puisse faire un aller-retour. Donc, première chose qu'on va faire un vider la table staging client. Voilà, truncate, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on paramètre ça, il faut qu'on définisse quelle est la connexion. Donc la connexion, c'est un autre staging. Et puis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme statement? Il faut qu'on fasse un truncate stable ça s'appelle comment? OLTP client ou utile client? OLTP client. Ok, deuxième étape qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse le chargement à partir de notre OLTP. Voilà, ici on va faire chargement staging client. Voilà, et une fois que le chargement staging client sera fait, j'arrive à le déplacer celui-là. Non, ils ne verront pas. Je vais faire mon flux ETL standard. Voilà. ETL client. Voilà, donc mon chargement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement avoir une source et une destination. Ma source, c'est ma base OLTP. Ma destination OLEDB, c'est ma staging. Et je prends l'ensemble des données à disposition. Voilà. Et puis, je vais partir à partir de ma source externe et de ma table OLTP client. Les colonnes, je vais toutes les prendre. Extraction des clients et chargement des clients. Le chargement des clients, il va se faire dans ma staging et dans la table qui est OLTP client. Voilà, le mapping des colonnes, je prends toutes les colonnes 1, 1, pas de transformations qui sont faites. Voilà, donc ça c'était très rapidement fait. Et maintenant, le flux ETL que je vais mettre en place. Je viens avec toi, Poupounette. Ouais, on doit faire à 7 heures. Qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, on va faire quelque chose d'un peu plus spécial. On va utiliser une dimension à évolution lente et on va gérer tout ça. Donc, première chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on définisse en fait quelle est la source de nos nouvelles données. Et donc ici, on aura de nouveau, comme d'habitude, notre staging. Source OLTP client de la staging. Hein. Voilà. Et puis, deuxième étape qu'on va faire, en fait, on va utiliser un outil qui va nous permettre de gérer la dimension à évolution lente. Et là, on a un wizard qui va permettre de le faire pour nous. Donc d'abord, on paramètre notre staging. C'est là, client. Voilà, même chose, on prend toutes les colonnes qui sont là. Et puis maintenant, on va tout simplement lancer le wizard pour cette dimension évolution lente. Alors, première chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on définisse quelle est notre dimension. Donc la dimension, elle se trouve dans l'entrepôt de données, et on parle bien de la dimension client. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on sélectionne la clé business.
Donc, on a une clé business qui se trouve et input colonne, donc ici on parle de la staging, dimension de colonne, forcément notre entrepôt de données. On remarque tout de suite, parce qu'on a un ID dans l'entrepôt et on n'a pas d'input, donc c'est bien clair, on a fait ça correctement. Et donc nous, en fait, la clé business, c'est le code. Voilà, donc il nous faut une clé qui permette de faire le lien entre les deux. Prochaine étape, en fait, maintenant il faut qu'on détermine quelles sont les colonnes qui vont être monitorées. Et donc on a trois possibilités. On peut déterminer que c'est un fixed attribute, on n'attend pas de changement sur cet attribut-là. On a un attribut qui va changer, qui va être traité de type 1, donc il va simplement être updaté sans garder l'historique. Et puis on a des attributs de type 2 qui vont être pour lesquels on va garder un historique. Donc on sélectionne les colonnes les unes après les autres, partant du principe que la date de naissance, c'est un attribut qui ne va pas changer. Et tous les autres, l'email, en l'occurrence, on va permettre de le changer. On n'a pas besoin de garder d'historique, ça n'a pas de sens pour nous. La même chose pour le prénom. La même chose pour le nom. Alors, est-ce qu'on change le prénom, le nom? Pas forcément, mais on peut très bien imaginer qu'il y a une faute d'orthographe lors de la saisie, que la personne demande à le corriger, et donc on va accepter de le faire. Si on met un fixed attribute, en fait, ce sera une erreur au moment du changement. Donc c'est vraiment un attribut pour lequel on ne veut pas qu'il y ait de changement. Donc admettons qu'on a contrôlé, par exemple, avec une carte d'identité, que la date de naissance était juste, il n'y aura pas de changement, ou on a besoin de cet âge-là, par exemple, pour faire des rabais ou je ne sais pas quoi, et donc on n'aimerait pas qu'un client puisse le changer en cours de route. Mais bon, bref, ça c'est des règles métiers qu'on va définir. Ensuite, la langue, on va aussi effectivement permettre de le changer, mais on ne veut pas garder de traces avec ça. Le téléphone, la même chose. On ne veut pas garder de traces de cet enregistrement. Et puis, du coup, maintenant, il ne nous reste plus que la géographie ID, c'est-à-dire le code postal et la ville. Là, on veut garder une trace du changement. Pourquoi, en fait, c'est important? Parce que si nos personnes déménagent du canton de Neuchâtel au canton du Jura, les ventes qui auront été faites par le passé, elles auront bien été faites à Neuchâtel et pas dans le Jura. Donc, pour nous, c'est important pour que géographiquement, on puisse analyser nos différentes ventes. Donc, c'est la raison pour laquelle on va garder la trace de changement de Geography ID, qui est en l'occurrence le NPA et la ville, et puis de la ville dans la rue à laquelle il habite. Le numéro de téléphone, la langue, le nom de famille, le prénom, l'email, et ce sont des champs qui ne nous intéressent pas vraiment. Et puis la date de naissance, si elle change à ce moment-là, on va relever une erreur. Si on ne mettait pas les champs ici, on ne s'en occuperait pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas non plus mis à jour. Donc nous, on devrait quand même les mettre à jour pour avoir derrière. Une fois qu'on a déterminé tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a des attributs qui sont fixes, donc on aimerait bien qu'il y ait une erreur. Typiquement, si la date de naissance change, il va nous sortir une erreur. Deuxième possibilité qu'on ait, en fait, ici derrière, c'est de pouvoir changer des records qui sont plus actifs. Et ça, on ne le veut pas. C'est-à-dire que si vous avez changé votre adresse email, on va la mettre à jour dans tous les anciens records. Donc nous, on va simplement garder la trace. Une fois qu'on a un nouveau record, on ne change aucun des autres attributs. On peut le faire. Si on le fait, ça prend beaucoup plus de temps, en fait, parce qu'il va remonter chaque fois tout l'historique de nos clients. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va regarder comment est-ce qu'on va gérer ça. Deux possibilités, on l'avait vu en cours. Ou bien on a une date de début, une date de fin pour les records, ou bien on va stocker dans une colonne cette information-là. Et donc, on va sélectionner la colonne où on l'aura, et ce sera le current record. Quelle est la valeur quand c'est actuel? On va utiliser true, et quand c'est expiré, on va utiliser false. Donc, on a défini un bit 1, 0, donc ça va très bien avec ça. Une fois qu'on a terminé ça, on peut encore rajouter en fait les membres qui n'existent pas encore. Et donc là, qu'est-ce que ça nous permet de faire? On verra un peu plus tard dans le cours, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai quelqu'un dans une table de faits qui n'existe pas encore dans ma dimension. Je vais être embêté parce que je ne vais pas trouver cette valeur-là. Et donc, on peut déterminer qu'on va rajouter ces éléments-là, simplement la clé dans notre dimension, et dès qu'on aura les infos, on va la compléter. Donc ça, c'est un bon élément en fait pour pouvoir le faire, et toutes les colonnes forcément vont être nulles à partir de là. Très bien, donc maintenant on a tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les nouveaux records, on va les enregistrer, on va updater nos différents éléments, et puis on va pouvoir gérer les informations historiques. On termine et il va nous gérer l'ensemble de notre flux, en fait, qui va prendre en compte la mise à jour, l'insertion et l'historisation de nos différents éléments. Et donc, ça c'était assez rapide à faire avec ce wizard-là.
Donc maintenant, on va pouvoir lancer notre flux. Alors je préviens tout de suite, ça va durer un certain temps. Il y a les 40 et quelques mille enregistrements qu'il va devoir tester les uns après les autres. Donc ça va prendre du temps. Donc contrôlez bien que vous n'avez rien d'autre qui est activé pour l'instant. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez lancer votre flux. Pour le TP qui reste à faire, donc vous avez créé dans votre flux les différentes étapes nécessaires pour mettre à jour le shipping price. Ce qui vous reste encore à faire, c'est d'insérer la dimension avec les taux de change.